Salut, bienvenue sur la chaîne Olympia Chimie Physique. Aujourd'hui, nous allons faire une synthèse sur la chimie organique pour mieux t'aider à préparer ton bac dans ta localité. Donc, reste connecté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas comprendre beaucoup de choses. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des exercices. C'est une synthèse de la chimie organique. On dit un hydrocarbure à chaîne carbonée ouvert CXHY contient 6 fois plus de carbone en masse que d'hydrogène. Voici tout le test. Maintenant, voici les questions qui nous sont soumises. En question 1A, on nous demande de montrer que le composé A est un alcène. 1B, on dit la densité de vapeur de A par rapport à l'air est égale à 1,448. La densité n'a pas d'unité, bien entendu. On déduit sa masse molaire, sa formule semi-développée et son nom. Il est question ici du même composé A. En deuxième partie, on dit on réalise l'hydratation catalytique du propène des formules C3, CH3, CH, 2 double liaison CH2. C'est le propène qui est là. Il se forme un mélange de deux composés organiques, B et B', dont B' est majoritaire. Quel est le catalyseur utilisé? Quelle est la fonction chimique de B et de B'? Donnez leur formule semi-développée et leur nom. En troisième partie, on dit quoi? On oxyde une masse M égale à 9 grammes de notre composé B par une solution acide de dichromate de potassium et on obtient deux composés organiques C et C'. Le composé C donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Féline et le composé C' rougit le papier pH. En 3A, donnez les fonctions chimiques, les formules semi-développées et les noms de C et C'. B, sachant que le composé B a totalement réagi et qu'il s'est formé une masse de composé C' qui fait 5,8 g de C', calculer la masse de C qu'on obtient. En 3C, on dit quelle est la quantité d'ions du chromate de potassium qui réagit au cours de cette opération. On rappelle que le couple Redo que nous prenons en compte relatif à l'ion du chromate de potassium est le Cr2O72- bar Cr3+. En réalité, c'est pas moins, c'est plus. On dit 4. On fait réagir B' sur l'acide éthanoïque. Il se forme un composé organique D. 4A. Quel est le nom de cette réaction et quelles sont les particularités? En 4B, on demande de donner la formule semi-développée et le nom de notre composé B. Voici les données. Les masses molaires moléculaires atomiques de tous les composés chimiques. Donc pour l'hydrogène égal à 1, le carbone égal à 12 et l'oxygène égal à 16. Alors, chers apprenants, sans toutefois tarder, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Voici nos composés A du départ que nous avons. On nous demande dans la première question de montrer que ce composé-là est un alcène. Sachant très bien que le composé-là contient une masse de carbone qui est 6 fois plus grande que la masse en hydrogène. Ici, on parle en termes de masse. On peut aussi parler en termes de masse moléculaire ou de masse molaire atomique. Supposons que dans notre composé A que nous avons ici, si nous voulons déterminer la masse de notre élément carbone dans le composé, le nombre X représente le nombre d'atomes de carbone que nous avons dans le composé A. Le nombre Y aussi représente le nombre d'atomes d'hydrogène que nous avons dans le composé A. Alors, si nous voulons déterminer la masse de l'élément carbone dans le composé A, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire tout simplement le nombre d'éléments carbone qui se trouvent dans le composé, c'est-à-dire X multiplié par la masse molaire de l'élément carbone. Ça veut dire ça représente quoi? La masse petit m
de l'élément carbone dans nos composés. Et si nous voulons aussi, par exemple, la masse de l'hydrogène dans notre composé, nous allons faire quoi? Le nombre d'éléments hydrogène qui fait Y multiplié par la masse molaire de l'élément hydrogène. Ouais. Alors que le test nous dit quoi? Le test nous dit que le composé contient quoi? Une masse de carbone qui est 6 fois plus grande que la masse en hydrogène. D'abord, ici, cette masse que nous avons ici est égale à quoi? La masse molaire de l'élément carbone est égale à 12. Ça veut dire que la masse MC de l'élément carbone sera dans la molécule, c'est égal à 12 is. Et pour l'hydrogène, nous aurons ici tout simplement Y. Pourquoi? Parce que la masse molaire de l'élément hydrogène ici est égale à 1 g par mol. Mais le test nous dit quoi? Que le composé A qui est là contient comme en masse de carbone 6 fois la masse de carbone plus grande que la masse en hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement? Ça veut dire mathématiquement que lorsque nous faisons tout simplement le rapport de la masse en élément carbone divisé par la masse en élément hydrogène, sera tout simplement égal à 6. Alors, ce qui peut impliquer que, mathématiquement parlant, que la masse en élément carbone ici est effectivement égale à 6 fois la masse en élément hydrogène. Vous voyez ça apprenant? Alors que, comme nous connaissons déjà les masses MC et les masses en hydrogène NH, nous avons déjà déterminé ici, nous on a remplacé par les valeurs. Nous aurons ici tout simplement 12 is qui sera égal à 6 fois la masse en élément hydrogène, ça fait ici Y, 6 fois Y. Vous voyez cette équation. Alors si nous simplifions cette équation par 6, nous aurons tout simplement ici que notre Y sera égal à 2 fois is. Vous voyez. Donc si Y est égal à 2 fois is, alors on revient maintenant dans la formule brute générale de nos composés A. Nos composés A est égal à quoi? CHY. Nous avons ici le composé A qui fait ici CHY. On peut remarquer que le Y en réalité est égal à 2,6. Donc en remplaçant le Y par 2,6, on va voir ici CHY 2,6. Vous voyez ce que j'apprends. Alors, cette formule brute que nous avons ici ressemble à quoi? C'est que le nombre is qui est là, ne vous embrouillez pas, is qui est là, c'est un nombre entier naturel. On peut mettre CnH2n. Et ça, on voit très bien que ça respecte très bien la formule brute générale en fonction des petits n que vous avez l'habitude de voir. Seulement que le n ici est devenu is. Vous voyez, non? C'est la formule brute générale d'un alcène. Ça veut donc dire que notre composé A est effectivement un alcène. Tout simplement. Ça n'est pas du tout compliqué. Alors, on va donc passer à la question numéro 2. Dans la deuxième partie de la partie A, on donne la densité en vapeur de notre composé A, qui fait 1,448 que nous avons mis ici au tableau. Et on nous demande de faire quoi? On nous demande de déterminer la formule semi-développée de nos composés A et de donner son nom. Avant de donner sa formule semi-développée, il faut d'abord connaître sa formule brute. Alors, on va d'abord terminer sa formule brute. Donc, pour ce faire, je vais mettre ici la première astérisque, formule brute de A. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? On donne la densité. Donc, pour terminer la formule brute du composé A, on sait maintenant que le composé A ici, c'est un alcène du moins. C'est H2is. Voilà, voici le composé A qui est là. On donne la densité en vapeur de nos composés A. Donc, avant de terminer sa masse et sa formule brute revient à calculer le nombre réel, le nombre entier naturel ici que nous avons ici. Avant de terminer le nombre entier naturel ici que nous avons ici, il nous faut d'abord terminer sa masse moléculaire. Alors, donc,
La densité de nos composés A étant donnée, comment je vais donc faire pour trouver sa masse molaire moléculaire? Alors, bon, pour ce faire, je vais maintenant rappeler l'expression mathématique qui lie la densité en vapeur d'une molécule et sa masse molaire. Nous avons très bien ici, si c'est le composé A, la densité du composé A égale à quoi? La masse molaire moléculaire du composé A divisé par 29. Vous connaissez très bien cette relation. Alors, comme je vais déterminer la masse molaire de A, donc, mathématiquement parlant, nous aurons ici grand MA qui sera égal à 29 multiplié par la densité de A. Et là, en remplaçant la densité de A par sa valeur donnée par le test, vous aurez ici, comme la masse molaire moléculaire du composé A, qui sera égal à 29 multiplié par 1,448. Densité sans unité. Alors, la masse molaire de nos composés A, si vous calculez très bien, vous allez avoir ici, en réalité, vous allez avoir 41,999 bon, vous là-bas. Donc, quand c'est comme ça, vous arrondissez ça maintenant à l'entier supérieur qui fait 42. Donc, je 42 grammes par mol. Donc, voici la masse molaire de notre composé A. Une fois qu'on a trouvé sa masse molaire moléculaire, on peut maintenant essayer de faire quoi? Déterminer sa formule brute tout simplement. Pourquoi? Parce que les nombres, autrement dit, les nombres des atomes de carbone et d'hydrogène ici sont proportionnels. Vous voyez très bien. Comme les deux sont déjà proportionnels là, c'est les mêmes inconnus is qui sont de part et d'autre. Donc on peut facilement déterminer sa formule semi-développée avec la masse molaire. Donc pour ce faire, je vais essayer de déterminer, calculer la masse molaire de mon composé A donné initialement, c'est-à-dire sa formule, en utilisant sa formule que le test m'a donné. Maintenant, ça va ici la masse molaire. Je remplace le A par sa formule semi-développée, par sa formule brute du moins, c'est H210. Et j'ai fait comme si je ne connaissais pas sa valeur numérique ici. Donc ici, la masse molaire de nos composés A, qu'est-ce qui est fait? Is représente le nombre d'atomes de carbone dans le composé. 2i ici représente le nombre d'atomes d'hydrogène dans le composé. Donc ça veut dire quoi? Pour déterminer sa masse molaire, je dois faire quoi? Le nombre d'atomes de carbone is dans le composé multiplié par la masse molaire atomique de notre élément carbone, plus le nombre d'hydrogène, d'atomes d'hydrogène dans le composé, il fait 2is multiplié par la masse molaire atomique de notre composé hydrogène. Donc, la masse molaire atomique de l'élément carbone, ça fait 12. Pour l'hydrogène, ça fait 1. Donc, finalement, vous aurez ici is qui va multiplier 12 plus 2is qui va multiplier 1. Alors, en faisant très bien tous ces calculs et en réduisant, vous aurez tout simplement ici 14is. Comme la masse molaire moléculaire de notre composé A. Donc, comme nous avons ici 14is, alors que la même masse molaire, nous avons déterminé par la formule, en passant par la formule de la densité. La relation qui lie la densité avec la masse molaire, nous avons trouvé une valeur numérique qui fait 42. Donc, c'est comme si la masse molaire que nous avons ici a combien? A deux expressions, ou à deux valeurs. Donc, la première valeur que nous pouvons appeler ici la première relation, qui nous donne 42 grammes par mol, et la deuxième valeur que nous allons exprimer ici, ça aussi c'est, il faut noter que ça aussi c'est exprimé en grammes par mol. Ok? Voilà, donc nous avons ici la deuxième relation. Puisqu'il s'agit de la même masse molaire moléculaire de nos composés A, ça veut donc dire qu'il y aura une égalité mathématique entre 1 et puis la deuxième relation. Donc il vient ici, il écrit 2 égale à 1. Quand il écrit 2 égale à 1, cela n'est pas dit que 2 égale à 1. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a entouré les 1 plus les 2. Je parle tout simplement des deux relations. Ça veut dire que les deux relations là sont identiques. Pourquoi? Parce que
c'est la même masse molaire moléculaire de A qui a deux expressions différentes. Donc, si elle a deux expressions, alors les deux expressions seront identiques. C'est ce que ça veut dire. Alors, dans ce cas ici, je vais tout simplement quoi? Dans 2, je sais qu'il y a 14 10 dans 2 et dans 1, il y a 42 grammes par mol. Donc, ça fait ici 42. Donc, quand je vais tirer maintenant is, en résolvant cette équation dans grand N, je répète très bien, il y aurait is égale à 42 divisé par 14. Et finalement, si vous calculez très bien, vous aurez is égale à 3, sans unité. C'est un entier naturel. Donc, comme is égale à 3, donc ça veut donc dire que quoi? Je vais maintenant déduire la formule brute de mon composé A. Je sais que mon composé A, que le test m'a donné, c'était CX H, Y. Et par le calcul, nous avons démontré qu'en réalité, X et Y est égal à 2X. Nous avons dit que finalement, nous avons un CX H de Y. Maintenant que nous connaissons maintenant la valeur de X, donc pour déduire la formule brute de nos composés A, il s'agit tout simplement de remplacer le X par X dans la formule que le test nous a donné au départ. Donc par conséquent, nous aurons ici C au lieu de X, je remplace le X par 3. Je vais aussi C3 H 2X, je mets d'abord le 2 multiplié par X qui fait 3. Donc vous aurez ici finalement le composé A qui sera égal à C3 H6. Ouais, C3 H6. Et ça ressemble tout simplement à la formule brute du propène. Donc, ces apprenants, voilà comment il fallait faire pour terminer la formule brute d'abord de nos composés A avant de chercher maintenant à donner maintenant ces formules semi-développées possibles et identifiées. Avant déjà si bien signifié, on connaît maintenant la formule brute de nos composés A. Alors, on nous demande d'en déduire sa masse molaire. Bon, sa masse molaire, nous avons déjà en déduit. C'est ça qui fait 42 grammes par mol. Sa formule semi-développée et son nom. Alors, comme c'est un alcène, pourquoi ils n'ont pas dit c'est formule semi-développée? Parce que nous avons ici quoi? Un alcène. C'est la question 1B. Donc, A égale à C6, pardonnez, C3 du moins, H6. Voici nos composés A. Donc, si nous voulons écrire ces formules semi-développées, nous avons ici 3 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Alors, nos composés A, je mets ici formule semi-développée. Notre composé A a 3 atomes de carbone. Donc, j'ai lu d'abord les 3 atomes de carbone avec une seule liaison. Maintenant, ici, le H égale à 6. Donc, je vais faire répartir le H. Donc, CH3. Si je mets ici CH3, ça veut dire qu'il me reste seulement que 3 atomes d'hydrogène. Donc, s'il me reste seulement 3 atomes d'hydrogène, je vais faire répartir les 3 atomes d'hydrogène entre les deux carbones. Mais ça se sent très bien que mon composé A est un composé organique insaturé. Donc, ça veut dire, insaturé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a double liaison qui est là entre les deux éléments carbone. Il y a double liaison carbone-carbone. Donc, quand je mets la double liaison carbone ici, carbone-carbone ici, c'est toujours la première position. Cette même double liaison carbone-carbone, je pourrais également la mettre ici. Même si je mets entre les deux carbones qui sont ici, en effaçant les CH3 ici, ça sera toujours à la même position. Vous voyez? Donc, selon les nomenclatures de position que je mette ici, c'est les mêmes sources. Donc, voilà pourquoi on peut dire que ici, nous avons seulement une seule formule semi-développée. Dans le cas des alcènes. Alors, donc, il faut que l'élément carbone ici doit faire au maximum 4 liaisons. Donc, elle est tétravalent. Comme les tétravalents, il y a déjà 3 liaisons qui sont déjà prises. Donc, ça veut dire qu'il y a il y a un électron célibataire qui est là, qui n'est pas encore marié. Dans ce cas, pour combler ce vide qui est là, je vais seulement ajouter un seul atome d'hydrogène à côté de
c'est l'élément carbone qui est ici. Là, ça va maintenant 4 liaisons. Par contre, celui-là, il y a 2 électrons célibataires. Ces 2 électrons célibataires qui restent, pour combler ces vides, il faut apporter 2 atomes d'hydrogène. Vous avez vu très bien que les 3 atomes d'hydrogène qui étaient restés, je viens de les faire répartir tout simplement dans la formule semi-développée de nos composés. Et là, j'obtiens ici tout simplement comme nom en nomenclature propène. Ou bien aussi également, vous pouvez dire prop 1 N. Tout simplement. C'est la même chose. Ici, on a précisé tout simplement la position de la double liaison. D'accord, ici, comme c'est déjà 1 à la première position, donc vous pouvez dire propène. C'est la même chose. Alors, maintenant que la formule semi-développée de nos composés A est donnée, y compris aussi si son nom, on va maintenant essayer d'analyser la question qui suit juste après cette question. Que l'hydratation, on réalise l'hydratation catalytique du propène, c'est-à-dire de nos composés A, qui a pour formule CH3-CH double liaison CH2. Il se forme un mélange de 2 composés organiques B et B', dont B est majoritaire. Quel est le catalyseur utilisé? Quelle est la fonction chimique de B et B' selon leur formule semi-développée et leur nom? Alors, on dit l'hydratation de notre alcène A que nous avons ici donne quoi? 2 composés organiques. Très bien. Vous savez très bien que l'hydratation d'un alcène conduit toujours à un composé qui a pour fonction chimique différente de notre alcène. Et généralement, nous savons très bien que je ne vais pas d'abord dire donner la fonction chimique de B et de B'. On va d'abord écrire l'équation de la réaction. L'hydratation. Nous avons CH3-CH double liaison CH2 qui fait notre alcène. Quand on parle d'hydratation d'un alcène, hydrater un corps, c'est tout simplement ajouter de l'eau à ce corps. Ça veut dire que nous avons ajouté de l'eau dans le milieu réactionnel à notre alcène. Lorsque nous ajoutons de l'eau, alors qu'est-ce qui va se passer? On dirait qu'il y a la formation de 2 composés. C'est une réaction qui est réversible. Donc, elle doit porter 2 flèches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, je peux aller par la déshydratation d'un alcool, je peux tomber directement sur la scène. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? Quand on a dit ça donne 2 composés. Même si le test ne nous disait pas, on pourrait tout simplement savoir. Pourquoi? Parce que notre alcène A ici, elle est dissymétrie. Mais il est dissymétrie. Quand l'alcène est dissymétrie, alors son hydratation donne toujours 2 composés, dont un est majoritaire et un est minoritaire. Mais si l'alcène A était symétrie, alors ça veut dire que ça va tout simplement donner qu'un seul composé. Mais comment savoir si un alcène est symétrie ou bien dissymétrie? Alors, je sais que ici, mon alcène ici, c'est à 3 éléments carbone. Voyez ça. Quand on parle de symétrie, je peux dire par exemple quoi? Je peux noter le carbone 1, carbone 2, carbone 3. À ce moment-là, nous pouvons dire que le carbone 1, numéro 1, est la symétrie du carbone numéro 3 par rapport au carbone 2. Vous voyez? Parce qu'à partir du carbone 2, à gauche comme à droite, nous avons seulement un seul atome de carbone de part et d'autre. Ceux-là, ce sont les numéros. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce sont les nombres d'atomes de carbone. Non. Ce sont les numéros. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Mais quand on parle du cas de symétrie dans le cas des alcènes, c'est par rapport à la double liaison, en fait. C'est par rapport à la double liaison. Maintenant, il voit que la double liaison, si la double liaison est à la position 1, une fois que j'ai même maintenant la double liaison, pour parler des cas de symétrie, je me place tout simplement où est la double liaison. Lorsque je me place, je fais face à la double liaison, alors voici ma gauche,
Voici ma droite. Et là, je vois qu'à ma gauche ici, il y a 2 atomes de carbone. À ma gauche ici. Par contre, à ma droite, il y a seulement qu'un seul atome de carbone. Donc, ça veut dire que ce composé qui est là n'est pas symétrique. Voici un cas d'absence de symétrie. C, 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 C. Ouais. Dans ce cas-là, lorsqu'il met la double liaison ici, vous allez très bien voir que à partir de la double liaison, le nombre il y a combien d'atomes de carbone à gauche? Il y a 2 atomes de carbone à gauche. Également aussi 2 atomes de carbone à droite. Dans ce cas-là, je peux donc dire que mon arsène qui est là est symétrique. Donc, voici la différence qui est là. Et c'est très simple. Ici, on remarque que notre arsène qui est là est dissymétrique. Donc, ça veut dire que son utilisation en prenant de l'eau, le catalyseur, j'ai oublié le catalyseur, c'est en prenant de l'acide sulfurique. En prenant de l'acide sulfurique. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça donne seulement deux composés, c'est 2 composés que je vais mettre là-bas. Mais comment les 2 composés vont intervenir? Il y a 3 atomes de carbone. Donc, je vais d'abord lire les 3 atomes de carbone ici. Ici aussi. Et ici. Maintenant, on va utiliser la règle de Markov-Nikov ici. La règle de Markov-Nikov dit quoi? Ici, en réalité, dans la molécule d'eau, nous avons la présence de 2 éléments. Nous avons le H+, c'est-à-dire de l'eau là, est égal à quoi? La présence d'un H+, communément aussi appelé H3+, et OH-. Ouais, c'est la présence de ces 2 ions là. Mais en solution aqueuse, généralement, au lieu de mettre H+, on met H3+. C'est la même source. Donc ici, qu'est-ce qui va donc se passer ici? Où est donc, entre les 2 atomes de carbone qui sont ici, où il y a la double liaison, bon, c'est là-bas, je vais venir regarder. Mais entre les 2 carbones qui sont ici, il y a un alcane, il y a un carbone qui est moins substitué par rapport à l'autre. Ou bien, il y a un alcane et il y a un carbone qui est plus hydrogéné par rapport à l'autre. Donc, la règle de Markov-Nikov dit quoi? La règle de Markov-Nikov dit que lors d'une réaction des adaptations d'un arsène de symétrie, alors le groupement OH, qui est là, vient préférentiellement sur le carbone le plus substitué. Ça veut dire quoi? Sur le carbone le moins hydrogéné. Donc voici le carbone le moins hydrogéné qui est ici. Pourquoi? Parce que le nombre d'atomes d'hydrogène qui est sur ce carbone-là est 1 seulement, alors que sur le carbone qui est là, il y a 2 atomes d'hydrogène. Donc le groupement OH là, OH- va d'abord se fixer préférentiellement sur le carbone le moins hydrogéné ou bien le plus substitué. Donc, c'est le carbone 2. Donc, ça y est, sur le carbone 2, je vais mettre tout simplement OH-. Et là, son hydrogène est là. Son hydrogène est là. Mais c'est sur lui donc que celui-là va venir s'ajouter. Et maintenant, l'élément hydrogène maintenant va venir maintenant s'ajouter maintenant sur le carbone le moins substitué, c'est-à-dire le plus hydrogéné. Et ça, on aura, au lieu de CH2 plus le H qui est là, on aura CH3 tout simplement. Vous voyez? Ça, c'est l'arrêt de Markov-Nikov qui est là, préférentiellement. Alors, maintenant, et après maintenant, une fois qu'on a fait ça, à partir de là, c'est le contrôle de ce qu'on vient de faire ici, c'est l'inverse de ce qu'on vient de faire ici. Donc, dans ce cas maintenant, le groupement OH- va maintenant se fixer maintenant sur le carbone le moins substitué, c'est-à-dire le plus hydrogéné, qui est CH2 ici. Donc, il y a d'abord CH2 qui est là au départ. Maintenant, c'est sur l'union que l'élément OH- va venir se fixer. Celui-là, lui, il était tout CH3.
sans toutefois oublier. Maintenant que lui là, il était à CH. Une fois que lui là vient se ficher sur le carbone le moins substitué, c'est-à-dire le carbone le plus hydrogéné, le même hydrogène ici maintenant va venir s'ajouter sur l'hydrogène qui était sur le carbone le moins hydrogéné. Et aussi on aurait ici CH2. Voici tout simplement ce que la règle de Markov-Nikov nous dit. Dans cette règle-là, Markov-Nikov dit pour pouvoir savoir, pour connaître le composé le plus majoritaire, on prend la première possibilité où l'ion hydroxyde va se fixer préférentiellement sur le carbone le plus substitué, c'est-à-dire le moins hydrogéné. Donc c'est celui qui sera comme le composé majoritaire. Ça veut dire que le composé majoritaire sera le premier composé que nous avons ici. Donc, lui qui est ici là est majoritaire. Vous voyez? Comme lui, il est majoritaire, celui-là ne peut être que minoritaire. Tout simplement. Donc, si vous voyez très bien, on peut également donner les noms à côté. Celui-là, c'est un alcool. Pourquoi? Parce que nous avons la fonction alcool qui est l'ion hydroxyde qui est là, mais il a la deuxième position. Donc, c'est le propan 2-ol. Et le composé qui est là, à la fin ici, le groupement hydroxyde est à la première position. Donc, ça c'est le propanol, ou bien aussi souvent appelé aussi propan 1-ol. Le 1 ici, c'est la position du groupement fonctionnel OH-. Donc, vous voyez tout simplement. Alors, ça veut donc dire que le composé qui est tout en bas ici, qui est minoritaire, c'est un alcool primaire, et le composé majoritaire là-bas, c'est un alcool secondaire. Vous voyez que ce n'est pas tout compliqué. En un clin d'œil, nous allons tout simplement déterminer les composés B' et B, y compris les noms et les formules semi-développées. Mais selon le test ici, on va maintenant essayer de les départager. Qui est B et qui est B'? Il se forme quoi? Un mélange de deux composés organiques, B et B', dont B' est majoritaire. Vous voyez? On dit B' est majoritaire. Selon ce que nous avons fait ici, c'est que B' là, c'est le composé qui est tout juste en haut ici, qui sera appelé B'. Et celui-là, celui qui est minoritaire, qui sera appelé tout simplement B. Donc, les noms, B', son nom, vous voyez sa formule semi-développée, vous voyez son nom qui est le propan 2-ol. Sa fonction chimique, c'est un alcool secondaire. Et maintenant, le composé B, vous voyez sa formule semi-développée, et son nom c'est le propanol ou bien propan 1-ol. Sa fonction chimique est l'alcool primaire, tout simplement. Dans la question 3, on a aussi une masse M égale à 9 grammes du composé B, c'est-à-dire de notre alcool primaire en question, par une solution acide de dichromate de potassium, et on obtient deux composés organiques C et C'. Donc, on dit C' donne un précipité rouge brique avec la liqueur de féline, et C' rougit le papier pH. On dit de donner les fonctions chimiques, les formules semi-développées et les noms de C et C'. Pour donner les formules semi-développées, les fonctions chimiques et les formules semi-développées de C et de C', qu'est-ce que nous allons faire? On dit ici que le composé C donne un précipité rouge brique avec la liqueur de féline. Bien également rouge brique. Si vous regardez très bien dans vos cours, alors le composé organique qui donne un précipité rouge brique avec la liqueur de féline n'est rien d'autre qu'une cétone. Donc c'est une cétone qui a cette capacité de réagir avec la liqueur de féline pour donner un précipité rouge brique. Maintenant, le composé C', qu'est-ce que lui fait? Le composé C' qui rougit pH. Alors,
Le composé organique qui est capable de faire cela, comme vous partez regarder dans votre indicateur coloré, c'est un autre que de l'acide carboxylique. Alors, l'alcool premier ici, par oxydation, va donner quoi? Deux composés. Un alcool secondaire et un acide carboxylique. Ici, pourquoi une cétone? Une cétone parce que quoi? En général, l'oxydation mélangée d'un alcool primaire ne peut jamais donner l'acétone, mais ça dépend des procédés ou des procédures de la réaction. Ça peut donner que de l'aldéhyde. Maintenant, de l'aldéhyde, maintenant, on tombe tout simplement sur l'acide carboxylique lorsque l'oxydant est en essai. Mais ici, le test n'a rien dit sur l'oxydant. Donc voilà pourquoi ici, le composé qui est capable de donner une propriété rouge brique, il est bien rouge brique, avec la liqueur de féline, c'est rien d'autre que l'acétone. Donc, ça veut dire quoi? On a d'abord la formule chimique développée de nos composés B. Nous avons d'abord B, qui est l'alcool primaire. C'est-à-dire CH3, CH2, CH2-OH. Voici le composé B. Une réaction d'oxydation, c'est une réaction au cours de laquelle il n'y a pas de rupture de la chaîne carbonée. Donc, ça veut dire que c'est les mêmes atomes de carbone qui vont tout rester. Donc, le composé C' étant un acide carboxylique, donc voici donc sa formule brute, sa formule semi-développée du moins. C', c'est le même nombre d'atomes de carbone. Mais la différence, seulement que nous allons avoir ici, CH3-CH2, tout simplement C, et la fonction de l'acide carboxylique, nous avons double liaison O et OH ici. Voici le composé C'. Et le composé C, qui est notre cétone, C va donner ici quoi? C'est le même nombre d'atomes de carbone, CH3, comme c'est l'acétone, la double liaison va se représenter à la deuxième position, CH3. Alors, c'est le même nombre d'hydrogène de part et d'autre que nous avons. Alors, donc, voici donc tout simplement les formules semi-développées et les noms. Maintenant, les noms des composés. C', c'est une cétone. Et la fonction chimique de la cétone se trouve à la deuxième position. Donc, quand il compte le nombre d'atomes de carbone, c'est 3 atomes de carbone. Donc C' est égal à propan. Je précise maintenant la position de la liaison CO. C'est la double liaison CO. À la deuxième position. Comme c'est l'acétone, je mets ici on tout simplement. Et le composé C', son nom comme c'est un acide carboxylique, je commence toujours par le mot acide. Acide, ici il n'y a pas de ramification. Donc comme c'est 3 atomes de carbone, donc ça va être acide propanoïque. Donc c'est l'acide propanoïque et le propan 2-on. Voici le composé que nous avons ici obtenu C et C', y compris aussi les noms, les formules développées et les fonctions chimiques. On va maintenant analyser la question qui suit. La question qui suit, c'est la question 3B. On dit, sachant que le composé B a totalement réagi et qu'il s'est formé le composé C', c'est-à-dire l'acide carboxylique, on dit de calculer la masse du composé C qu'on obtient. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, la masse du composé C, pour ce faire, il faut d'abord donner l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan de la réaction de l'oxydation de notre composé B. Mais en réalité, c'est une équation bilan. Puisqu'on dit que l'oxydation sont de B donne à la fois quoi? Donne à la fois C' et C. Donc, il est vrai que nous allons utiliser un couple rideau, c'est-à-dire Cr2O2-7 et Cr3+.
Mais si la présence de ces deux couples-là ne sont pas trop nécessaires ou bien exigées dans cette partie pour déterminer la masse de notre composé B qui a totalement réagi. Vous voyez? Mais c'est après ça maintenant, on nous demande, comme après ça, on nous demande maintenant de donner la quantité d'ions du chromate qui réagit au cours de l'opération. Qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons d'abord essayer de donner une synthèse. Première demi-équation. Première demi-équation, on a le CR2O7 2-, d'où flèche, il donne ici CR3+. Que nous allons équilibrer, il y a deux atomes de CR de silicium, ici il y a 22 ici, pour que le nombre d'atomes de CR de part et d'autre soit équilibré. Ici il y a 7 atomes d'oxygène, alors que ici il n'y a aucun atome d'oxygène. Donc pour avoir l'atome d'oxygène ici, puisque je suis ici en solution aqueuse, mais il y avait ajouté de l'eau. Donc en ajoutant H2O, j'obtiens un atome d'hydrogène et d'oxygène qui vient multiplier par 7 molécules d'eau pour avoir des parts d'autres le même atome d'oxygène. En ajoutant la molécule d'eau, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de créer quelque chose qui n'existait pas au début, c'est-à-dire 14 atomes d'hydrogène. Les 14 atomes d'hydrogène, tout comme je suis toujours en solution aqueuse, je vais ajouter ici pour compenser. Je viens à la ligne ici et j'ajoute plus 14 protons H+. Ouais. Si j'ajoute 14 protons H+, alors le nombre d'éléments CR, l'oxygène, H, tous sont équilibrés. Il me reste maintenant à équilibrer les charges. Ici, il y a 14 charges positifs, moins 2 charges négatives. Ça va me rester ici 12 charges positives. Par contre, ici, 2 fois 3, il y a 6 charges positives. Donc, par contre, ici, il y a 12 charges positives. Il faut que le même nombre de charges positives qui est à gauche, à droite de mon équation, ce soit égal au même nombre de charges positives qui est aussi à gauche de mon équation. Donc, pour ce faire, je vais retrancher 6 dans les 12 pour avoir 6 charges positives, 6 charges positives. C'est-à-dire, je vais ajouter ici plus 6 électrons. Ceci, 6 E-. Et là, le nombre de charges ici est maintenant équilibré. Donc, je mets ici le composé A. Il fait CH3, CH2, CH2 ici, OH. Dans ce composé-là, nous avons ici l'acide carboxylique CH3. Bon, si vous voulez, je vais mettre CH2 et C2H5-COH ici. Plus ça maintenant l'acétone CH3-C double liaison-CH3. Pourquoi cette demi-équation est devenue comme ça? Alors, tout simplement, ça dépend de ce que le test nous a dit. Le test nous dit que l'oxydation ménagée de notre composé B, ça, ce sont les conditions de l'exercice qui nous a donné ça. On nous donne ici deux produits. Donc, il y a un qui retire le papier pH, qui est l'acide carboxylique, et il y a un composé qui réagit avec l'alcool de phényl pour donner un précipité rouge brique, rien d'autre que l'acétone. Donc, cette équation bilan est vraiment possible. Une fois que nous finissons d'écrire ça, on va donc essayer maintenant d'équilibrer l'équation, la deuxième demi-équation. Dans cette deuxième demi-équation, ici, il y a combien d'atomes d'oxygène et de carbone? Il y a ici 2 atomes de carbone et 3 atomes de carbone. Ici, il y a 3 atomes de carbone. Par contre, ici, il y a seulement que 3. Autrement dit, ce n'est que 2 molécules de notre alcool primaire qui réagissent comme ça.
Donc, en mettant 2 ici, le 2 qui est là multiplie tous les nombres d'atomes de carbone que nous avons ici, dans la molécule qui est là. Donc, si je mets 2 ici, c'est comme s'il y avait C2 ici, C2 ici, C2 ici. Ça multiplie également le nombre d'hydrogène, d'atomes d'hydrogène et le nombre d'atomes d'oxygène. Maintenant, ici, il y aurait quoi ici? Il y aurait maintenant deux atomes d'oxygène ici à gauche de mon équation. Par contre, à droite ici, il y a combien d'atomes d'oxygène? J'en ai 3. Vous voyez? Comme il y a 3 là-bas et qu'il y a 2 ici, ça va donc dire que le nombre d'atomes d'oxygène n'est pas équilibré. Donc, comme ce n'est pas équilibré, je vais faire quoi? Je vais ajouter dans le milieu réactionnel ici la molécule d'eau. Donc, plus H, 2O. La formule de mon accord primaire et j'en ai un ici. Donc, ça va être 3, 3. Maintenant, les H. Au départ, ici, il y avait combien d'atomes d'hydrogène? Il y avait 6 atomes d'hydrogène. Et les 6, je les multiplie par 2, ça va être 12. 12 plus les 2 qui sont ici dans la molécule de l'eau, ça fait ici 14. Par contre, ici, il y a combien d'atomes d'hydrogène? Ici, il y a 5, 6. Alors, il y a 6 ici. Et ici, il y a 6. Donc, ça va être 12. Alors qu'ici, il y a 14. Comme il y a 12 ici, et qu'ici, il y a 14, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter ici 2 protons H+. Pourquoi? Parce que je suis en solution aqueuse. Donc, si j'ajoute ici plus 2 protons H+, j'ai créé quoi? J'ai non seulement équilibré le nombre d'hydrogène, d'atomes d'hydrogène, mais j'ai créé aussi quoi? Une décharge positive. Alors, décharge positive, une fois que j'ai créé ça, je vais neutraliser en mettant les deux charges positives en ajoutant 2 électrons. J'ai 2 E-. Donc, voici les 2 électrons qui sont ici, que j'ai ajoutés. Ça veut donc dire que mon équation bilan est maintenant équilibrée. Comme mon équation bilan est équilibrée, donc maintenant je vais faire quoi? Je vais maintenant donner mon équation bilan globale de l'oxydation ménagère de nos composés. Maintenant, pour donner cette équation bilan global, je vais d'abord regarder le nombre d'électrons que j'ai ajoutés dans la première demi-équation et dans la deuxième demi-équation. Ici, il y a 6 électrons. Par contre, ici, il y a 2 électrons. Il faut d'abord les équilibrer. Alors, comment je vais faire pour les équilibrer? Je peux décider de laisser 6 électrons ici et avoir 6 ici, en multipliant la deuxième demi-équation par 3, tout simplement, et en multipliant la première demi-équation par 1. Dans tous les cas, tout le monde multiplie par 1, et là, c'est le nombre lui-même. Donc, je vais multiplier la deuxième demi-équation ici par 3. Donc, toute l'équation par 3. En multipliant toute l'équation par 3, alors, j'aurai quoi? Le 2 qui est là, sera multiplié par le même 3 là. Donc, ça veut dire que j'aurai ici 6 molécules de C. Bon, ici, je peux dire C3H7. Également, c'est ça. C3H7-OH. C'est le propanol. Bon, c'est le propanol. Plus les 3 là aussi vont venir multiplier la molécule d'eau qui est ici. Mais la molécule d'eau qui est ici, il y aurait 3 molécules d'eau ici. Par contre, dans le membre de la gauche, il y a 7 molécules d'eau. Donc, comme ici, il y a un nombre minimal de molécules d'eau, et que là-bas, dans le membre de la droite, il y a un nombre maximal de molécules d'eau. Donc, je vais faire revenir le nombre minimal de molécules d'eau là dans l'endroit ou bien dans le domaine où se trouve le nombre maximal de la molécule d'eau. Donc, la molécule d'eau qui est là ne va pas se trouver ici. Je vais d'abord le garder. Je sais que c'est 3, mais je vais d'abord le garder en esprit. Et il y a très bien le nombre d'atomes d'hydrogène. Ici, à partir de là, que j'ai fait, j'ai multiplié la première demi-équation par 1. Donc, au lieu de mettre ça, je vais prendre tout simplement le dichromate Cr2O7, 2 moins d'abord. Arrive maintenant sur les 14H+. Ici, il y a 14H+. Par contre, ici, il y a 2H+. Pardon. Ici, il y a 14H+. Les deux que je suis multipliés par 3.
Donc, il y a 6H plus ici. Par contre, ici, il y a 14 dans le membre de la gauche. Donc, de la même manière que j'ai fait pour la molécule d'eau, je vais faire le même principe pour les atomes H+. Comme il y a un nombre maximal élevé de l'atome H+ dans le membre de la gauche, et il y a un nombre minimal de l'atome H+ dans le membre de la droite, alors, où il y a le nombre maximal de H+, c'est dans ce domaine-là que le nombre minimal va venir être retranché. Ça veut dire ici, il y a 14, alors qu'ici, il y a 6. Donc, lorsqu'il fait 14 moins 6, ça me reste 8H+. Donc, il y a ici plus 8H+ dans le membre de la gauche. Vous voyez? Une fois qu'il ajoute 8H+ dans le membre de la gauche, alors, ça veut dire qu'il a déjà fini avec les membres de la gauche. J'ai même la toute dernière flèche qui est seulement qu'une seule flèche d'équation globale. Et ici, maintenant, je passe maintenant ici. En multipliant la deuxième demi-équation par 3, tous ceux-ci seront multipliés par 3, toutes ces molécules. Donc, il y a ici 3 fois C2H5, qui est mon acide carboxylique, dirais C double liaison OH, plus encore 3 fois cette molécule, l'acétone, 3 fois CH3-C double liaison O-CH3. Par contre, la première demi-équation était multipliée par 1, plus 2 fois Cr3+, que nous avons là-bas au départ. Maintenant, si je vais arriver sur la molécule d'eau, il y a 7 atomes, il y a 7 molécules d'eau ici, dans le membre de la gauche. Par contre, ici, il y a 3 molécules d'eau. Donc, les 3 molécules d'eau vont venir être retranchées dans la 7 ici. Et j'ai positionné ça dans le membre de la droite. Donc, quand il fait 7 moins 3, ça me reste 4. Donc, du coup, ici, il y a 4 molécules d'eau. Tout simplement. Vous verrez que cela n'est pas du tout compliqué. Et là, j'obtiens tout simplement mon équation globale de la réaction d'oxydation de mon accord primaire A. Alors, une fois que cette équation est maintenant obtenue, je vais maintenant analyser les questions qui me sont donc posées. Nous avons la masse de nos composés B. L'accord primaire, sa masse est donnée, on dit que ça fait M égale à 9 grammes de B. Et on dit quoi? On dit que cette masse-là a formé quoi? Sachant que cette masse-là a donné une masse de l'acide carboxylique qui était C'. La masse de l'acide carboxylique qui était C' est égale à 5,8 grammes. On demande de calculer la masse de C, c'est-à-dire la masse de l'acétone. Tout simplement. Donc, comment on va faire pour calculer la masse de l'acétone sans apprenant? Cela n'est pas du tout compliqué. Pour déterminer la masse de l'acétone, nous avons deux choix. Ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut donc raisonner en termes de bilan molaire. On connaît la masse de ce composé qui est là, l'accord primaire. Nous connaissons aussi la masse de l'acide carboxylique. Et nous connaissons la masse, et nous ne connaissons pas la masse de l'acétone. Mais on connaît les formules brutes déjà et les coefficients stoichiométriques de cette réaction. Alors, pour déterminer la masse MC de nos composés C, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut établir un bilan molaire. Le composé B, le voici ici. Le composé C', le voici ici. Voici le composé C, qui est l'acétone. Donc, lorsqu'il fait le bilan molaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Je vais ici la quantité matière du composé B divisé par son coefficient stoichiométrique qui fait 6 ici. C'est égal à la quantité matière. Je ne vais pas être trop long. De mon composé C divisé par son coefficient stoichiométrique qui fait 3. Donc, je vais simplifier les deux relations par 3, 3. Et je vais avoir ici nombre de moles de B divisé par 2. C'est égal à nombre de moles de C. Alors, il existe donc une relation entre la quantité de matière d'un composé et sa masse. Donc, ça veut donc dire que le nombre de moles de B est égal à sa masse, la masse de B sur la masse molaire moléculaire de B. Et le nombre de moles de C aussi, ça fait la masse petit m de C sur sa masse molaire moléculaire.
Je vais venir remplacer le NB et le NC par leurs différentes expressions. Lorsque je fais cet emplacement, je vais tout simplement ici la masse de B divisé par 2 fois la masse molaire moléculaire de B, c'est égal à quoi? La masse de C divisé par la masse molaire moléculaire de C. Et dans cette relation, lorsque je tire la masse de l'acétone MC, je vais tout simplement quoi? La masse moléculaire de C multipliée par la masse en grammes de B divisé par la 2 fois masse molaire moléculaire de mon alcool primaire B. Tout simplement. Et je vais remplacer ces différentes grandeurs-là par leurs valeurs et déduire maintenant la masse petit m de mon composé C. Le souci, c'est maintenant qu'il faut déterminer la masse moléculaire de C, la masse moléculaire de B. La masse moléculaire de B, là, il n'y a pas de souci en cela. Là, le B ici, c'est notre alcool. Notre alcool ici, qui a pour formule C3H8O. Donc, c'est C3H8O. Notre alcool B, sa formule semi-développée, et sa formule brute, pardon, C3H8O. Voici notre alcool qui est là. Et notre composé C, si je vais faire une synthèse, il va très bien dans le composé C, il y a également aussi C3. Il y a C3. Le H c'est combien? Il y a H3 ici, il y a H3. Donc le H c'est 6. Et il y a un atome d'élément oxygène. Donc la masse moléculaire de ces deux-là, je vais avoir la masse moléculaire de B. Ça va le nombre d'atomes de carbone, c'est 3 multiplié par sa masse moléculaire, plus le nombre d'atomes d'hydrogène multiplié par sa masse moléculaire, et plus la masse moléculaire de l'élément oxygène. Également aussi pour le composé que nous avons ici, le composé C, ça va faire 3 fois la masse moléculaire de C, plus 6 fois la masse moléculaire d'hydrogène, plus la masse moléculaire d'oxygène. Et là, en récapitulatif, ici, on aura la masse moléculaire de B. Nous avons ici 3 fois 12 qui fait combien? 3 fois 12 qui fait 36. 36 plus 8, ça fait combien? Ça fait 44. 44 plus les 16. 44 plus les 16, nous allons avoir ici 60. Donc, la masse moléculaire de B, ça fait 60 grammes par mol. On répond aussi les mêmes calculs pour le composé C. Nous avons 3 fois 12, qui fait 36. Plus 6, qui fait 42. 42 plus pour l'élément oxygène, 16, ça va être 58. Nous avons ici la masse moléculaire de C, ça fait 58 grammes par mol. Alors, connaissant la masse de notre composé petit m de B qui fait 9 grammes, on revient maintenant dans notre expression et on a la masse de C qui fait quoi? La masse moléculaire de C qui fait 58 multiplié par la masse en grammes qui fait 9 de composé B divisé par 2 fois la masse moléculaire du composé B qui fait 2 fois 60 ici. Que nous allons calculer ci après. Après calcul, nous obtenons ici la masse de nos composés C, c'est-à-dire l'acétone, qui est égal à 4,35 grammes. 4,35 grammes. Donc voici la masse de notre acétone que nous avons obtenue lorsque le composé BR réagit totalement pour donner les deux composés que nous avons ici. Cela n'est pas du tout compliqué. Alors, on va maintenant analyser la question qui suit. La question qui suit, on nous demande de déterminer la quantité d'ions dichromate qui a réagi au cours de cette opération. On va maintenant déterminer la quantité, c'est-à-dire le nombre de moles de notre ion dichromate de potassium qui a réagi au cours de l'opération.
Voici donc l'ion du chromate de potassium que nous avons ici. Sa quantité de matière que nous allons déterminer. Donc, pour terminer sa quantité de matière, ça n'est pas du tout compliqué. On fait le même bilan molaire que nous avons fait là. Mais moi, je décide de faire. Je vais appeler donc l'ion du chromate. Je vais noter par exemple un composé bêta. Voilà, je vais appeler ça bêta pour ne pas trop écrire. Alors, donc, si j'appelle ça bêta, en appliquant tout l'équilibre molaire, on aurait ici la quantité de matière. La quantité de matière de notre composé B divisé par son coefficient stoichiométrique qui fait 6 égale la quantité de matière de notre ion du chromate que nous avons appelé bêta divisé par son coefficient stoichiométrique qui fait 1. Tout simplement. Donc ça veut donc dire que la quantité de matière de notre ion du chromate que nous cherchons égale la quantité de matière de notre composé B divisé par 6. Alors, que me vaut donc la quantité de matière de mon composé B? La quantité de matière du composé B, ça fait ici la masse de B sur sa masse molaire. Alors, en injectant dans cette relation la quantité de matière du composé B par son expression, nous aurons ici la quantité de matière de notre ion du chromate que nous avons appelé bêta. C'est égal à quoi? La masse petit m de B divisé par 6 fois la masse molaire moléculaire de B. En application numérique, nous aurons ici la quantité de matière de notre ion du chromate de potassium. La masse petit m de B qui fait 9 grammes divisé par 6 fois la masse molaire de B qui fait 60. Que nous allons calculer. Après calcul, nous obtenons ici comme quantité de matière de notre ion du chromate de potassium que nous appelons bêta, c'est égal à 0,025 mol. Autrement dit, 25 10 puissance moins 3 mol. C'est une quantité de matière. Tout simplement. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. On va maintenant analyser les questions qui suivent. Dans la partie 4, on dit on fait réagir le composé B' sur l'acide éthanoïque. Il se forme un composé organique D. Alors, on dit quel est le nom de cette réaction et quelles sont les particularités. Quand on parle de particularités, on veut parler ici des caractéristiques de la réaction. Et on dit en 4B de donner la formule semi-développée et le nom de notre composé B obtenu. Le composé B réagit avec l'acide éthanoïque. Acide éthanoïque, comme le nom le dit déjà, ça veut dire que c'est un acide carboxylique. Le composé B, pour nous savons très bien que c'est un alcool secondaire. Nous avons un alcool secondaire qui réagit avec un acide carboxylique, c'est-à-dire l'acide éthanoïque. Il se forme un composé D. On demande de donner le nom de cette réaction et sa particularité. Alors, lorsque on fait réagir un acide carboxylique, un alcool sur un acide carboxylique, nous savons très bien, en présence de l'acide sulfurique, cela peut nous donner quel composé. Et comment nous appelons cette réaction? Depuis les classes antérieures, nous avons vu que la réaction d'un acide carboxylique, d'un alcool sur un acide carboxylique, c'est une réaction d'estérification. Et cette réaction conduit tout simplement à la formation de l'ester et de l'eau. Ce qui veut donc dire ici que, comme le nom de cette réaction, vous mettez tout simplement la réaction d'estérification. Et maintenant, le composé D qui est là aura comme pour fonction chimique, sera tout simplement un ester. Maintenant, on va écrire d'après l'équation bilan pour donner maintenant la formule brute de notre ester D. Mais comme les particularités de cette réaction, c'est une réaction qui est lente, c'est-à-dire à deux flèches, et qui est athermique. Ça veut dire que c'est fait à une température très basse. Voici donc les particularités de la réaction d'estérification.
Alors, on va maintenant donner l'équation et déduire tout simplement la formule semi-développée et le nom de nos composés B, D en question. L'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, comme le nom le dit déjà, je viens d'aller ici, j'écris d'abord mon alcool. Et CH3 C OH CH3 plus acide éthanoïque, ça fait ici C2H, pardonnez, CH3 du moins C double liaison O OH. Cette réaction, elle est lente. Alors, nous allons avoir ici la formation d'un acide carboxylique. Alors, comment est d'un essai? Comment nous allons faire cela? À partir de cette réaction, nous allons avoir ici CH3 C double liaison O ici O ici le groupement ici qui est là, alkyle, où il y a la double liaison ici là, où il y a la fonction chimique de l'alcool, le carbone sur lequel la fonction chimique de l'alcool en question est rattachée, doit venir ici, et nous aurons ici les deux autres groupements. Ça est CH3, CH3. Donc, une fois que lui là, il s'en va, vous avez très bien vu que l'acide carboxylique ici a délivré un atome d'hydrogène. Et l'atome d'hydrogène va maintenant se relier maintenant à l'ion hydroxyde OH- pour former la molécule d'eau, c'est-à-dire H2O. En réalité, voici notre ester ici en question. Donc, CH3-C double liaison O-O C. Soit celui-là sera considéré comme une ramification, ou soit celui-là aussi sera considéré comme une ramification. Et comme c'est un ester, comment donc nous allons donner son nom? Le nom de D c'est propanoate d'éméthyle. Isopropanoate d'éméthyle. Autrement dit, éthanoate d'isopropyl. Tout simplement. Donc, les deux noms sont possibles. Ces apprenants. Donc, voici donc la note de nos composés D. Maintenant, comme sa formule brute, pour ceux qui ne voyaient pas très bien au tableau, nous allons bien écrire ici pour vous. CH3 C double liaison O C ici il y a un H qui manque ici. CH ici CH3 ici CH3. Voici donc la formule semi-développée de notre composé D en question. Alors, sur ce apprenant, l'exercice étant achevé, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et de nous faire savoir vos préoccupations dans les commentaires et nous allons comment répondre à vos préoccupations.